Christophe Olivier, donc le point de vue du gestionnaire de patrimoine. Ça marche ? Oui. Bon, moi, dans cette histoire, je suis l'ignare. Les sachants ont parlé. Moi, je suis à un niveau beaucoup plus modeste. Je vais pas faire d'exposé théorique, puisque je n'ai pas de théorie à présenter. Je vais juste réagir à ce que j'ai entendu, donc vous m'excuserez si c'est un peu décousu. Mais je vais essayer de vous apporter ce que l'expérience d'un directeur général de ce qu'on appelle une société de gestion de portefeuille depuis plus de 15 ans. Donc c'est quoi une société de gestion de portefeuille ? Ça veut dire que nous gérons des portefeuilles d'investissement, nous achetons et vendons des actifs financiers, des actions, des obligations, pour le compte de clients qui sont soit des institutionnels, ce que nous faisons principalement, soit des clients privés. Et nous le faisons sous forme soit de fonds d'investissement, donc de la gestion dite collective, soit de la gestion dite privée, c'est-à-dire qu'on fait un portefeuille pour un seul client sous forme de mandat. Nous faisons aussi bien de la gestion ce qu'on appelle discrétionnaire, c'est-à-dire fondée sur des décisions humaines directement, que de la gestion quantitative, c'est-à-dire que là, les humains vont écrire un modèle et le modèle va prendre des positions. Et par ailleurs, on a aussi fait, pendant longtemps, de la gestion déléguée, c'est-à-dire qu'on délègue de l'argent à d'autres gérants. Et en particulier, dans ce cadre, j'ai eu l'occasion d'auditer dans ma carrière un très grand nombre de traders, de fonds alternatifs, de hedge funds, à Londres, à New York et même en Asie. Voilà, ça c'est l'expérience, et je vais me permettre donc de réagir par rapport à ce que j'ai entendu. Donc, ce qui m'apparaît, c'est que je me sens aujourd'hui comme M. Jourdain. M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Moi, j'ai dû faire de la neuroéconomie sans le savoir quand je vous écoute. Pas de la neuroscience, parce que là, c'est quand même... j'en ai pas du tout les compétences ou la formation. Quand j'entends Christian Schmitt, j'entends très bien les deux niveaux d'incertitude déjà. Et je vous donne un exemple. L'incertitude, on a eu récemment une grosse correction des marchés financiers qui ont perdu plus de 10% au mois d'octobre. Les incertitudes qui ont probablement mené à cette forte correction étaient dans le marché préalablement, c'est-à-dire qu'elles auraient déjà dû être attendues par le marché. Que ce soit le protectionnisme de Trump, le ralentissement de la croissance mondiale, la guéguerre italienne avec la Commission européenne, les incertitudes sur le Brexit, tout était connu. Et pourtant, un jour, et la hausse des taux aux États-Unis, pardon. Et pourtant, un jour, le marché qui, connaissant tout ça, continue à monter, un jour, il se met à descendre. Ça, il y a manifestement le fait que la manière d'appréhender l'incertitude a changé. Alors c'est au niveau d'un ensemble d'humains, puisque je vous parle du marché, mais ça veut dire que le marché, c'est la décision, compris, c'est une loi d'équilibre entre un grand nombre d'acteurs qui ont pris des décisions individuelles. Ça veut dire que quand même, à un moment, ces acteurs individuels ont changé de vision des choses. Donc très certainement, il y a quelque chose au niveau de l'incertitude et de sa mesure. Au niveau, je retiens aussi les mots d'anticipation et d'attente. Le mécanisme de formation du prix d'un actif, je vais prendre, je ne sais pas, le prix de l'action LVMH. Chaque personne qui intervient sur le marché a sa propre manière de valoriser l'action LVMH. Et ça va aller autour d'un équilibre. Mais personne ne sait ce que cet équilibre prend réellement en compte par rapport à la réalité de l'entreprise. Quelle hypothèse est faite derrière sur la croissance des ventes et en particulier de la croissance du nombre de millionnaires en Chine, vu que dès qu'il y a un pouillème de pourcent en plus de croissance en Chine, vous avez des centaines de millionnaires en plus et de gens susceptibles d'acheter énormément de sacs Vuitton. Quelle est l'hypothèse qu'il y a dans les marchés ? Personne ne le sait à un moment donné. Or, nous, ce qu'on fait en tant qu'investisseurs, et je reviendrai plus tard sur investisseurs par rapport à traders, nous, ce qu'on fait en tant qu'investisseurs, c'est qu'on crée effectivement une anticipation
Et on pense que le marché a anticipé de cette manière-là. Ce que nous voulons, c'est gagner de l'argent. On ne cherche pas, on ne sait pas si on a raison, on ne sait pas pourquoi, mais on anticipe quelque chose. Donc il y a effectivement un gros travail au niveau de comprendre l'anticipation qui est faite et se faire sa propre anticipation. Alors résultat, sur le marché des actions en particulier, je vais prendre un autre mot que vous avez utilisé, c'est le mot surprise. Le marché a horreur des surprises. Tout simplement parce que ça veut dire qu'il faut réviser rapidement une opinion qu'on a sur une action. Alors, avec le temps, les marchés financiers, en fait, essayent de se débarrasser au maximum des surprises. On impose aux États-Unis, aux sociétés, de faire des publications trimestrielles. Tout est public. Aucune information ne peut être donnée par l'entreprise qui ne soit pas donnée à tout le monde en même temps. Tout est fait pour diminuer la surprise. Pourtant, quand arrive la surprise, c'est-à-dire ce qu'on va appeler une alerte sur résultat, une entreprise va dire « Écoutez, je n'attends pas la fin du trimestre, je vous préviens, je ne ferai pas une croissance de 5% sur mon chiffre d'affaires, mais je vais faire une baisse de 5% du chiffre d'affaires. » Je peux vous dire que là, le marché, il corrige fortement. Et plus le marché est tendu, d'ailleurs, plus cette valeur avait été avant, plus l'attente de 5% était dans le marché, et plus le moins 5% va apparaître comme une catastrophe, et vous pouvez avoir un prix d'un actif qui baisse de 20% en un jour, ce qui, du point de vue physique, n'a aucun sens. La valeur d'Amazon, elle ne peut pas changer de 20% en une journée. La valeur de cette entreprise, de ce qu'elle a construit. Donc les surprises à éviter au maximum, et je vais vous dire ce que nous on fait par rapport aux surprises. En fait, donc tous les trimestres, les entreprises publient. Eh bien, ce qu'on va faire souvent, c'est que quand on a acheté une valeur, on va la vendre juste avant le résultat pour éviter l'effet de surprise. Parce que la plupart du temps, il y a une dissymétrie dans la surprise. C'est-à-dire que soit vous faites ce que vous auriez dû faire ou un peu plus, et finalement le marché est content, vous gagnez quelques petits pourcents, soit vous ratez un petit peu, et le marché est furieux. Alors c'est d'autant plus vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la valeur de l'entreprise est déjà très élevée. Amazon est une valeur qui est intrinsèquement très élevée parce que tout le monde la voit comme mangeant à peu près tout le secteur de la distribution, y compris physique à terme. Donc des valorisations qui, d'un point de vue rationnel de quelqu'un qui essaye de les calculer par rapport à des multiples de résultats, de croissance, etc., sont très difficiles à justifier. Le jour où Amazon publie un résultat qui est juste en ligne et se contente de dire que pour le trimestre suivant, il a quelques doutes et qu'il va peut-être réviser la croissance pour le trimestre suivant, la valeur perd lourdement. En revanche, si vous avez une société que le marché ne regarde plus depuis un moment parce que vous considérez que son secteur est sinistré, j'espère qu'il n'y a personne de chez BIC, mais le groupe BIC avec des briquets, des stylos, c'est pas très glamour. Particulièrement quand il y a des acteurs chinois qui sont là de partout sur les briquets avec des normes inférieures à nos normes européennes. La valeur, depuis 2 ans, souffre beaucoup en bourse. Là, elle peut annoncer une surprise négative, elle ne sera pas punie plus. Si elle fait une surprise positive, là, vous allez avoir un rebond important parce que vous avez des gens qui vont se remettre à évaluer la valeur. Donc, si vous voulez faire une stratégie systématique, il faut couper les positions avant les résultats, surtout si la valeur est objectivement chère avant. Sur la notion de récompense financière ou extra-financière, on est dans un métier financier, donc forcément on attire particulièrement des gens qui sont sensibles à la récompense financière. Donc il faut voir la plupart de ce qui arrive sur les marchés financiers comme une logique rationnelle quand on a une logique financière. Et je pourrais même vous dire que
La crise de 2008, finalement, à tous les niveaux, vous avez une logique rationnelle de récompense financière. Quand l'agent immobilier américain va aller vendre un crédit hypothécaire à quelqu'un qui n'a pas les moyens de le payer, c'est parce qu'il va avoir son bonus sur le nombre de crédits hypothécaires qu'il a vendus. Si le gérant derrière, il va organiser, syndiquer ses crédits hypothécaires et mettre du levier dessus, c'est d'un côté parce qu'il en a possibilité, mais de l'autre côté parce qu'il va toucher une marge importante, etc., etc. Et si vous n'avez pas de garde-fou, c'est-à-dire qu'au niveau global, vous n'empêchez pas l'ensemble des comportements rationnels de récompense de mener à une crise, bah vous arrivez à 2008. Et beaucoup de choses sont comme ça. Comment est-ce qu'on fait dans une entreprise de notre taille ou autour de nous? Eh bien, la législation a beaucoup évolué après 2008 et on est obligé, et c'est très bien, d'avoir des politiques de rémunération. Si on a des politiques de rémunération dans les sociétés de gestion de portefeuille, c'est obligatoire. Ces politiques de rémunération obligent à avoir permettent encore d'avoir une rémunération à la performance d'un gérant. Mais déjà, elle ne peut pas être liée que à sa performance à lui, mais elle est liée aussi à la performance de son entreprise. C'est-à-dire que théoriquement, une entreprise qui ne gagne pas d'argent ne peut pas verser de bonus à un gérant qui, lui, en aurait gagné. Il y a un aspect collectif de la rémunération qui est mis en place. Il y a un aspect dans la durée, c'est-à-dire que au titre d'une année, la récompense qu'on peut avoir va être répartie sur les années futures. Et si la personne prend des risques inconsidérés en année N+1 ou en année N+2, on peut être amené à lui supprimer la partie de bonus de l'année N qu'il avait acquis pour N+2, N+3. Donc il y a toute une logique qui essaye de s'être mise en place au point de vue des politiques de rémunération pour améliorer ça. Alors, ça n'est pas parfait, mais je peux vous assurer que le monde de la finance a changé et que aujourd'hui, on a beaucoup plus de comportements d'investisseurs et beaucoup moins de comportements de traders. Bon, je vais revenir sur deux choses en même temps, c'est-à-dire, vous avez parlé de volatilité, de mesure de la volatilité, et vous avez parlé de Markowitz. Alors là, je vais prendre mon habit de gérant quantitatif. Le seul modèle mathématique qui représente les marchés, de manière globale, et on est d'accord, c'est celui de Markowitz. Et le gros avantage, donc le modèle de Markowitz, en gros, c'est de dire qu'un instrument financier, je vais encore me concentrer que sur les actions parce que c'est mon domaine de prédilection, une action, c'est une loi probabiliste. Donc avec un cours et une incertitude autour. Cette incertitude, donc on la mesure par la volatilité. La volatilité, c'est l'écart type. Donc c'est un moment de niveau 1 en mathématiques. Alors, le modèle de Markowitz, la grande chance, c'est que mathématiquement, il est parfait. Supposons qu'on veuille faire un portefeuille, le portefeuille idéal à avoir pour demain. Suivez Markowitz, il n'y a aucun doute. Si vous connaissez le rendement futur espéré de votre action, si vous connaissez la volatilité de votre action et si vous connaissez toutes les corrélations entre toutes les actions que vous avez à votre disposition dans votre univers, alors vous pouvez construire avec une inversion de la matrice de variance-covariance le meilleur portefeuille. Ça ne fait aucun doute. On oublie juste une chose, et là on va arriver au problème, c'est qu'il faudrait connaître le vrai paramètre de performance, le vrai paramètre de volatilité, le vrai paramètre de corrélation. Mais personne ne le connaît. Nous n'avons que des observations passées qui sont tout à fait incomplètes et qui n'existent que dans un état particulier du marché de ces mesures. Donc quand le praticien fait un calcul de portefeuille optimal, et si on veut le simplifier, on enlève la performance, on dit les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Au lieu de maximiser performance sur volatilité, on va essayer juste de minimiser la volatilité d'un portefeuille. On va faire ce qu'on appelle un portefeuille de variance minimale. Si on le fait avec un
avec les mesures qu'on a faites, par exemple, sur les 3 mois ou 6 derniers mois, eh ben, on obtient un portefeuille, on part d'un univers de 600 valeurs, je vous trouve un portefeuille, la plupart du temps, qui a 6 valeurs, et la première représente 40% du portefeuille, la deuxième 30%. Et là, mon gérant discrétionnaire me dit tu es quand même un sacré abruti. Ça ne peut pas être le portefeuille optimal. Il n'est même pas diversifié. Tu as un risque maximum sur une action. Et puis s'il regarde, il va me dire en plus ton action, c'est Red Hat. Et je sais pourquoi tu as Red Hat. C'est parce que, alors il faudrait mettre Gemalto d'ailleurs, Red Hat c'est trop récent. Gemalto est l'objet d'une offre d'achat qui fait que son cours est figé par l'offre d'achat. Il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter à un niveau donné. Donc tout le monde se met à plus ou moins 1 euro. Il ne bouge pas. La volatilité est nulle. C'est l'action parfaite. Oui, sauf qu'elle n'aura jamais de rendement et que surtout, demain, elle n'a aucun espoir de gagner plus que ça, sauf si il y a une surenchère. Et là, ça fait 6 mois qu'il n'y a pas de surenchère. Et le principe, en revanche, elle a un risque de queue énorme qui est que le deal, pour une raison X ou Y, ne se fasse pas. Et hop, elle repère 30%. C'est absurde d'avoir cette valeur. Donc, il est absurde d'appliquer le modèle tel qu'il est. Pourquoi il est... Et ce qu'il faut se poser la question, c'est maintenant, comment est-ce qu'on essaye d'améliorer cette problématique-là ? Comment est-ce qu'on fait pour construire quelque chose qui est quand même fondé sur une théorie mathématique qui est indéniable et qui, eh bien, il faut tenir compte de sa propre incertitude. C'est-à-dire arrêter de se dire que parce que l'action Gemalto a 8% de volatilité mesurée dans le passé, elle aura 8% dans le futur. Arrêtez de penser qu'une action qui a 13% de volatilité, elle est infiniment meilleure que l'action qui a 15% de volatilité. En réalité, les actions à 13% et 15%, elles ont toutes les chances de provenir d'un même moteur de volatilité. Elles ont toutes les deux un réel paramètre à 14%. Et puis, il y en a une qui a réalisé un peu à gauche, une qui a réalisé un peu à droite, et ce sont les mêmes. Et vous avez normalement tout intérêt à mettre le même poids sur les deux. Voilà, tout ça, c'est une stratégie qu'on met en place chez nous, qui est une méthode d'inférence bayésienne sur les paramètres de volatilité et de corrélation. C'est prendre la mesure de l'incertitude de son incertitude. Et parfois, on va même plus loin, c'est qu'on mesure l'impact de l'incertitude des rendements sur l'incertitude de la volatilité. C'est pour vous dire si on aime bien l'incertitude et qu'on la prend. Ça, c'était pour réagir par rapport à Markowitz et aux rémunérations. Sur les biais des traders et des investisseurs, et sur alors, moi, bien entendu, je n'ai pas une vision dans le cerveau de mes investisseurs, de mes traders. Et d'ailleurs, je ne les appellerai jamais traders, je les appelle gérants, parce que pour moi, ils investissent sur le long terme. Mais une chose que je peux vous dire de manière certaine, c'est qu'il y a une part importante de l'acquis par rapport à l'inné dans leur réaction par rapport à une situation donnée. C'est sûr que si vous avez devant vous un normalien qui a enseigné les probabilités et statistiques et qui a écrit la méthode Efficient Beta, il ne va pas réagir de la même manière à la volatilité d'une action qu'un gérant qui, lui, a une formation d'analyste financier et qui sait, lui, faire le bilan, le compte de résultat et essayer de prévoir la valeur d'une action à partir du bilan et du compte de résultat. Ils n'auront certainement pas la même manière de réagir. C'est peut-être les mêmes zones, mais quelque part après l'encodage, il doit y avoir une manière de transformation, je vous laisserai peut-être réagir à ça, qui fait que la prise en compte est fondamentalement différente. En fait, quand on essaye de regarder les psychologies des investisseurs, des gérants qu'on a ou des traders, les grandes lignes de partage, c'est ceux qui sont momentum, c'est-à-dire ceux qui vont avoir tendance à penser que quelque chose qui monte va continuer à monter et quelque chose qui baisse va continuer à baisser. Et puis les contrariants, dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui pensent que
Si une action a fortement baissé, sa valeur est peut-être très attractive et il faut l'acheter. Ce qui est formidable quand on fait de la finance quantitative, c'est que je peux vous écrire un modèle de momentum qui gagne de l'argent sur le long terme, et je peux vous écrire un modèle contrariant qui gagne de l'argent sur le long terme. Évidemment, l'un n'est pas l'opposé de l'autre. Il va falloir prendre des règles légèrement différentes. En fait, souvent, des gens vont prendre un modèle qui mélange un petit peu les deux. Et il y a une mesure qui est souvent faite, c'est vous regardez le momentum sur 12 mois, c'est-à-dire est-ce que l'action est plutôt dans une tendance à 12 mois qui monte, et vous regardez le contrariant à 1 mois. Vous retirez la performance 1 mois. Et ça, c'est un indicateur qui est pas mal utilisé, pas directement par nous, mais qui peut être utilisé. Il y a des stratégies sur les marchés qui sont tout à fait de type momentum et qui font de l'argent de manière assez régulière depuis plus de 30 ans. Ça s'appelle le trend following, le suivi de tendance. Et ça se fait sur tout type d'actifs. Et juste à regarder et à considérer qu'il y a un effet finalement de foule qui permet de gagner de l'argent en allant au momentum. Alors ces méthodes, elles sont surtout efficaces et améliorées si parallèlement on a un indicateur de bulle qui permet de dire oui, d'accord, il y a une tendance, mais là, elle est exagérée, il vaudrait mieux couper à ce moment-là. Par exemple, je vous prends le Nasdaq. Le Nasdaq, sur les 3 dernières années jusqu'à septembre de l'année dernière, c'est une tendance quasi linéaire. Un suiveur de tendance va rentrer dessus. Un bon suiveur de tendance avec un indicateur de bulle, il va sortir en cours de cette année et il ne subira pas la perte d'octobre. La deuxième chose qui caractérise les investisseurs, c'est une forme de mentalité. Est-ce que vous êtes ce que je vais appeler acheteur de volatilité ou vendeur de volatilité? C'est 2 mentalités très différentes. Acheteur de volatilité, c'est-à-dire que vous allez préférer payer une assurance de votre portefeuille en permanence. Vous allez limiter vos gains de manière régulière pour vous couvrir contre l'événement extrême. Donc ça peut être via des options de vente que vous achetez et qui vous permettent, si le marché baisse, vous aurez le droit de vendre à un prix préétabli et donc vous gagnerez de l'argent si vous traversez votre niveau d'option. Ça, c'est être long de volatilité. Et puis il y a les gens qui, au contraire, disent, moi, je suis prêt à être payé tous les jours un petit peu et à perdre beaucoup le jour où ça va mal. Bon, je ne vous cache pas que je suis naturellement long de volatilité et que je me méfie énormément de gérants qui arrivent et dont je sens qu'ils ont une mentalité d'être short de volatilité, c'est-à-dire d'accepter de perdre beaucoup au moment où il y a un événement qui va contre eux. Et donc ça, c'est sensible aussi, c'est sur la sensibilité aux pertes. Et puis je vais vous décevoir un peu, le monde des traders, drogués, addicts au sexe, qu'on voit dans les films américains, déjà, ça a été beaucoup aux États-Unis, un peu à Londres, mais en France, il n'y en a pas eu beaucoup, et il n'y en a plus. Tout simplement, ce sont des traders qui doivent avoir une grande latitude de gestion. Cette grande latitude de gestion, elle existe chez les fonds alternatifs, les hedge funds. Il n'y en a quasiment pas en France. Il y en a de moins en moins et ils sont de plus en plus régulés et on agit de moins en moins. Donc l'image, elle date plutôt d'il y a 20 ans que d'aujourd'hui. L'image plus exacte des marchés financiers, ça serait plutôt, je ne sais plus quel est le titre de ce film, sur la chute de Lehman Brothers et la façon dont effectivement tout est électronique. Et je vais finir là-dessus. En fait, aujourd'hui, nos risques à nous, le risque humain, c'est juste une partie du risque. On a, dans notre gestion des risques et notre contrôle des risques, il faut qu'on fasse extrêmement attention
à tout ce qui est le risque opérationnel. Et le métier de contrôleur des risques aujourd'hui dans une entreprise, il y a certes la mesure des risques de marché, chercher à les mesurer, à les contrôler, à les limiter, mais il y a tout ce qui est la partie risque opérationnel. Le risque opérationnel, ça va de une fraude, un délégué de l'argent à un Madoff, ou un risque juste de gros doigt. Le gros doigt, c'est le gérant qui veut passer un ordre sur 500 millions de yens, c'est-à-dire 5-6 millions de dollars, et qui passe un ordre de 600 millions de dollars à la place. Il va d'abord, il va décaler, il va prendre une position que nous, on ne peut pas supporter, parce qu'on n'a pas les actifs derrière. Si des gens le font, on peut arriver à ce qu'on a eu déjà une fois, un flash crash. Et finalement, notre peur, nous, en tant que financiers, c'est autant que des risques humains, c'est que demain, la finance qui est devenue largement algorithmique, il y a beaucoup plus de la moitié des flux financiers qui passent sur les marchés sont faits de manière automatique par des algorithmes de trading. Eh bien, si vous entrez une information stupide dans le marché, ces algorithmes qui sont rationnels risquent de prendre des décisions tout aussi stupides. Et c'est ce qu'on a eu, je crois que c'est 2010, le flash crash, 10%, 17% de pertes sur le Dow en une demi-heure, ce qui ne s'était jamais vu, et qui a été récupéré dans la journée, parce que là, pour le coup, vous avez des gérants discrétionnaires qui disent « il ne s'est rien passé, c'est pas possible », et qui achètent. Mais c'est une de nos peurs les plus importantes. Voilà, c'est un panorama, c'est très décousu, et nous accueillons toutes les questions, je crois. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et on voit qu'on a intérêt à travailler tous ensemble pour arriver à quelque chose, manifestement.